Il pensait savoir qui j'étais. À la fin de cette histoire, vous découvririez à quel point il se trompait. La carte d'embarquement tremblait légèrement dans mes mains burinées tandis que je me tenais à l'aéroport Charles de Gaulle, porte 42, me préparant à ce que mon fils avait appelé « l'aventure d'une vie ». À 72 ans, j'aurais dû me fier à mon instinct. Ce même instinct qui m'avait guidé pendant des décennies à élever des enfants, à gérer un foyer et à naviguer dans les subtils courants de la dynamique familiale française. Mais l'amour, semble-t-il, a le don de rendre volontairement aveugle même le plus sage d'entre nous. La salle d'embarquement vibrait de la symphonie familière des voyages internationaux, le cliquetis des valises à roulettes sur le sol ciré, les annonces résonnant en 3 langues, le léger bruissement des documents d'embarquement vérifiés et revérifiés. Je serrais mon petit sac à main en cuir plus fort, sentant le poids de mon passeport, de l'enveloppe impeccable contenant mon itinéraire et de la carte de crédit d'urgence que Thomas avait insisté pour que j'emporte avec moi. Au cas où, maman, avait-il dit avec ce sourire qui avait charmé les professeurs et l'avait tiré d'affaire depuis son enfance. Ce que j'ai découvert dans les 72 heures qui ont suivi allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur le garçon que j'avais élevé, l'homme en qui j'avais eu confiance et la femme que je croyais être. Mais commençons 3 mois plus tôt, dans le confort de mon appartement lyonnais, où la lumière matinale filtrait à travers des rideaux de dentelle que j'avais cousus moi-même 40 ans plus tôt. Les motifs conservaient toute leur élégance, comme je l'espérais, même si le miroir me rappelait chaque jour que le temps n'épargne personne. Je préparais mon café du matin lorsque Thomas m'a appelé avec une excitation dans la voix que je n'avais pas entendue depuis ses 12 ans et m'a convaincu de le laisser adopter ce chat errant de la ruelle. « Maman, j'ai une surprise incroyable pour toi », a-t-il grésillé sur mon ancien téléphone fixe, chaleureuse et emplie d'une affection qui semblait sincère. « Ton anniversaire approche, et je sais que tu m'as toujours parlé du Japon, de ses cerisiers en fleurs et de ses temples. » Mon cœur s'emballa. Le Japon était un rêve repoussé depuis des décennies, d'abord par les soucis d'argent de mon mari, puis par sa maladie, puis par sa mort, et enfin par ma propre conviction que de telles aventures étaient réservées aux plus jeunes. J'avais collectionné des livres sur Kyoto, regardé des documentaires sur les jardins japonais, imaginé me promener dans des bambouseraies et méditer sur la sagesse ancestrale. C'était un rêve idiot, me disais-je, pour une veuve dont le voyage le plus exotique de ces dernières années avait été de rendre visite à sa sœur à Marseille. Thomas, c'est très gentil, mais… Non, maman, écoute. J'ai déjà tout réservé. Le vol, l'hôtel, j'ai même demandé à quelqu'un de te faire visiter. C'est mon cadeau pour toi, pour tout ce que tu as fait pour nous au fil des ans. L'expression « pour nous » me parut étrange. Thomas était enfant unique depuis la mort de sa sœur Marie dans cet accident de voiture 15 ans plus tôt, une tragédie qui avait brisé un élément fondamental de notre famille. Mais le chagrin fait parfois parler les gens de manière étrange, et j'ai ignoré cette confusion momentanée. Je ne sais pas, chérie. Mon japonais est inexistant, et voyager seul à mon âge. C'est ce qui rend tout cela parfait, l'interrompit-il, sa voix prenant cette intonation insistante dont je me souvenais de son adolescence. Tu as passé ta vie à prendre soin des autres. Papa, Marie, moi. C'est le moment de découvrir qui tu es, quand personne n'a besoin de toi. Ces mots l'ont peut-être touché plus profondément qu'il ne l'aurait voulu. Après la mort de Paul 3 ans plus tôt, je m'étais effectivement senti perdu dans le calme de ma propre compagnie. L'appartement, autrefois animé par les dîners de famille et les conversations animées, résonnait maintenant des sons solitaires de l'existence d'une seule personne. Le tintement d'une tasse de café, le bruit des pages du journal qui se tournent, le doux bruit des pantoufles sur le parquet poli par des décennies de vie de famille. Pense-y un peu, continua Thomas. La saison des cerisiers en fleurs, ces jardins dont tu as rêvé, les temples, la culture. Tu l'as bien mérité, maman. Ce soir-là, je m'assis dans le vieux fauteuil de Paul, je n'arrivais toujours pas à me le rappeler et m'imaginer dans ces paisibles jardins japonais que j'avais vus en photo. L'idée de disparaître dans une telle beauté, de vivre un émerveillement qui m'appartenait entièrement, me donnait l'impression d'ouvrir la fenêtre d'une pièce trop longtemps fermée. Au matin, j'étais convaincu que Thomas avait raison. À 72 ans, combien d'occasions aurais-je encore de vivre une telle aventure? Les semaines précédant le voyage furent remplies d'un étrange mélange d'excitation et de malaise. Thomas me rendit visite plus souvent que d'habitude, m'aidant à trier mes documents,
à mettre à jour mon carnet d'adresses et à me poser des questions détaillées sur mes finances qui semblaient étrangement précises. Quand j'ai mentionné que je me sentais dépassé par les préparatifs, il s'est proposé de tout gérer, l'assurance voyage, le change et même la gestion de mon courrier. Laisse-moi m'occuper des détails, maman. Tu te concentres sur ton plaisir. Par moments, son attention ressemblait moins à un inventaire qu'à une attention particulière. Sa façon d'examiner mes meubles anciens avec un intérêt nouveau, de s'enquérir du contenu de mon coffre-fort, de me renseigner sur mes comptes de placement avec une précision qui semblait au-delà de l'intérêt d'un simple fils. Mais j'ai attribué ces observations à ma propre paranoïa, cette méfiance qui se développe parfois avec l'âge et l'isolement. 2 semaines avant le départ, nous avons dîné dans son appartement du 16e arrondissement, un espace si impeccablement moderne qu'il ressemblait plus à un showroom qu'à une maison. Sa femme, Sylvie, m'a accueilli avec la politesse prudente qui caractérisait notre relation depuis leur mariage 5 ans plus tôt. Elle m'a posé des questions sur mon voyage avec un enthousiasme apparemment forcé, ces questions se concentrant étrangement sur des aspects pratiques. Combien de temps j'allais être absent, si j'avais parlé de mes projets à d'autres membres de la famille, si j'avais pris des dispositions pour les urgences. C'est merveilleux que Thomas fasse ça pour toi, a-t-elle dit en remplissant mon verre de vin avec une précision mécanique. Un fils si attentionné. Le mot « attentionné » flottait dans l'air, avec un poids qui semblait quelque peu significatif, sans que je puisse en comprendre la raison. Tout au long du dîner, j'ai entendu des bribes de conversations chuchotées entre eux, des discussions qui se sont interrompues brusquement dès mon entrée. Un jour, j'ai entendu Sylvie demander à Thomas « Tu es sûr du timing ?» Ce à quoi il a répondu « Tout est en place. Ne t'inquiète pas. » Je me suis dit qu'il se souciait simplement de ma sécurité, préparant des surprises, gérant une logistique que je ne comprenais pas. L'amour, après tout, s'exprime souvent par l'inquiétude et la préparation. La veille de mon départ, Thomas a insisté pour rester et m'aider aux derniers préparatifs. Il était exceptionnellement attentionné, s'assurant que j'avais tout ce dont j'avais besoin, vérifiant mes documents et gérant ce qu'il appelait les détails administratifs ennuyeux, pour que je n'aie pas à m'en soucier pendant mon voyage. Je me souviens avoir pensé à la chance que j'avais d'avoir élevé un fils aussi attentionné, malgré les difficultés qu'il avait rencontrées après la mort de son père et la perte tragique de sa sœur. « Maman, » m'a-t-il dit en s'apprêtant à partir ce matin-là, « ce voyage va tout changer pour toi. À ton retour, ta vie sera complètement différente. » Sur le moment, j'ai interprété cela comme un encouragement, la confiance d'un fils aimant dans la capacité d'aventure et de renouveau de sa mère. Je l'ai serré dans mes bras avec une profonde gratitude, persuadé de serrer dans mes bras quelqu'un qui ne désirait rien d'autre que mon bonheur et mon épanouissement. Le trajet en taxi matinal jusqu'à Charles de Gaulle était empli d'une nervosité que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Paris s'éveillait autour de nous à cette heure magique où la ville passe de la nuit au jour. Les balayeurs de rue terminaient leur tournée, les patrons de café installaient leurs tables en terrasse, les joggeurs entamaient leur routine matinale le long de la Seine. J'avais le visage collé à la vitre comme un enfant, essayant de mémoriser ces images familières avant de me lancer dans une aventure qui allait me mener à l'autre bout du monde. L'enregistrement s'est déroulé sans accroc, presque avec suspicion. Chaque document était en règle, chaque détail traité avec une précision qui aurait dû m'impressionner plus qu'elle ne m'inquiétait. L'agente d'embarquement m'a souri chaleureusement en me tendant ma carte d'embarquement, me souhaitant un merveilleux voyage, avec cette manière si française qui fait de chaque départ une petite fête. En m'installant dans mon siège en classe économique, Thomas s'était excusé de ne pas pouvoir se permettre la classe affaires, je me suis permis d'imaginer les jours à venir. Jardin de temple dans la brume matinale, cérémonie traditionnelle du thé, peut-être même un aperçu du mont Fuji. J'avais fait mes bagages légers, n'emportant que l'essentiel et laissant de la place dans ma valise pour les souvenirs. Le vol en lui-même fut sans histoire. 13 heures d'air recyclé, de nourriture d'avion et un sommeil agité, interrompu par des turbulences au-dessus de la Sibérie. J'ai brièvement discuté avec un jeune couple de Français en route pour Tokyo pour leur lune de miel, partageant l'enthousiasme que nous avions pour nos aventures respectives. Leur joie et leur impatience évidente reflétaient ce que je croyais être mon propre état d'esprit, le bonheur de ceux qui se lancent dans des rêves tant attendus. Ce n'est qu'au moment de la descente vers l'aéroport de Narita, tandis que le paysage tentaculaire du Japon apparaissait par le hublot de l'avion tel une carte vivante,
qu'un premier murmure de malaise est revenu. Il y avait quelque chose dans la façon dont Thomas avait insisté pour gérer chaque détail, la précision avec laquelle tout avait été organisé, les questions étranges posées par Sylvie pendant notre dîner. Mais l'excitation de l'arrivée a pris le dessus sur ses inquiétudes, du moins temporairement. L'immigration fut efficace et polie, les douaniers m'accueillant au Japon avec une courtoisie formelle. J'ai récupéré mon unique valise et me suis dirigé vers la zone des arrivées, m'attendant à trouver un chauffeur ou un guide tenant une pancarte à mon nom, comme Thomas me l'avait promis. Le terminal bourdonnait d'activité, des hommes d'affaires se précipitant vers les stations de taxi, des familles se réunissant avec des conversations animées dans un japonais rapide, des touristes consultant des cartes et des guides. J'ai attendu. 20 minutes passèrent, puis 30. Je me suis approché du comptoir d'information, où une jeune femme parlant un anglais excellent a tenté de m'aider à contacter l'agence de voyage que Thomas avait soi-disant organisée. Les numéros de téléphone menaient à des messages enregistrés en japonais. Le numéro de confirmation de l'hôtel dans mon enveloppe a suscité des regards vides et des haussements d'épaules d'excuses. La première sensation de peur m'a effleuré l'échine lorsque j'ai réalisé que rien, absolument rien, de ce que Thomas avait organisé n'existait réellement. J'ai trouvé un coin tranquille de l'aéroport et ouvert l'enveloppe contenant mes documents de voyage avec plus de précaution. La réservation d'hôtel concernait un établissement qui, selon l'employé serviable du comptoir d'information, était fermé pour rénovation depuis l'année dernière. Le numéro de téléphone de l'agence de voyage est tombé sur une ligne coupée. Les coordonnées d'urgence fournies par Thomas m'ont conduit à un numéro qui sonnait sans cesse, sans réponse. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je cherchais ma carte de crédit, pensant pouvoir simplement réserver une chambre d'hôtel et régler le problème plus tard. Peut-être s'agissait-il d'une simple erreur, une erreur de communication qui aurait pu être résolue en quelques coups de fil. Mais lorsque j'ai essayé d'utiliser la carte, la transaction a été refusée. Pas de fonds insuffisants, refusée purement et simplement, comme si la carte avait été annulée. Le poids de la prise de conscience s'est abattu sur moi comme un fardeau physique. Ce n'était ni une erreur ni un oubli. C'était intentionnel. Assis dans ce terminal d'aéroport animé, plongé dans le brouhaha enthousiaste des voyageurs commençant ou terminant leur voyage, j'ai compris avec une clarté cristalline que mon propre fils m'avait envoyé à l'autre bout du monde sans aucun moyen de retour, sans hébergement et sans ressources. L'ampleur de la trahison était si totale, si soigneusement orchestrée, que l'espace d'un instant, je n'ai pu qu'admirer sa terrible efficacité. Mais l'admiration a vite cédé la place à quelque chose de plus dur et de plus utile, la colère. Non pas la rage explosive d'une personne trahie par un inconnu, mais la fureur froide et concentrée d'une mère qui avait soudain compris la véritable nature de l'enfant qu'elle avait élevé, protégé et aimé sans réserve pendant 47 ans. J'ai passé cette première nuit à l'aéroport de Narita, somnolent par à-coups sur des chaises en plastique inconfortables, observant le rythme des voyages internationaux se poursuivre autour de moi. Les concierges nettoyaient les sols avec une précision mécanique, les agents de sécurité faisaient leur ronde, les vols de nuit arrivaient avec des passagers impatients de commencer leurs aventures japonaises. J'observais tout cela avec l'attention détachée de quelqu'un dont la vie venait d'être fondamentalement bouleversée, quelqu'un qui découvrait que la survie exige parfois de remettre en question tout ce qu'on pensait savoir de soi et de ceux qu'on aime. Au matin, j'avais un plan. La première étape était la communication. Grâce à l'accès Internet de l'aéroport, j'ai envoyé un courriel soigneusement rédigé à mon avocat, Philippe Martin, qui avait géré les affaires juridiques de ma famille pendant 20 ans. J'ai expliqué ma situation avec la précision sèche de quelqu'un qui rapporte des faits plutôt que de la détresse personnelle. Bloqué au Japon, documents suggérant des irrégularités financières, besoin d'une assistance immédiate pour accéder à mon compte et faire examiner mes comptes par un avocat. La réponse de Philippe est arrivée en quelques heures et a confirmé mes plus sombres soupçons. Thomas avait effectivement déposé des documents attestant que je souffrais de déclin cognitif et de troubles de la mémoire. Il avait demandé une procuration pour mes finances, invoquant ma décision impulsive de voyager seul au Japon malgré mon instabilité mentale évidente. Le moment était parfait. Quel juge ne considérait pas une femme âgée bloquée à l'étranger comme une preuve de diminution de ses capacités? Thomas n'avait pas anticipé la connaissance intime de Philippe quant à mon acuité mentale. Nous avions travaillé ensemble sur une planification successorale 6 mois plus tôt,
au cours de laquelle j'avais fait preuve d'une grande minutie et d'une grande lucidité sur des questions financières complexes. Le courriel de Philippe exprimait une indignation professionnelle, promettant une action en justice immédiate pour geler la requête de Thomas et rétablir l'accès à mon compte. Madame Dubois, écrivait-il, j'ai rarement vu une manipulation aussi calculée déguisée en souci de famille. Nous allons inverser cette situation. La deuxième étape était une question de survie pratique. J'ai découvert que le consulat de France à Tokyo pouvait fournir une assistance d'urgence, notamment des dispositions d'hébergement temporaire et une aide pour contacter les banques afin de résoudre les problèmes de compte. La procédure administrative était lente mais rigoureuse, menée par des professionnels ayant manifestement déjà géré des situations similaires. J'ai été surpris par le nombre de personnes qui m'ont proposé de l'aide une fois qu'elles ont compris ma situation. Un chauffeur de taxi qui parlait un français approximatif a refusé de payer pour me conduire au consulat. L'hôtel où j'ai finalement séjourné, un modeste établissement commercial près du quartier des ambassades, a proposé un tarif réduit et m'a aidé à régler les problèmes de change. Une touriste américaine âgée, Dorothy, qui m'avait entendu expliquer ma situation au directeur de l'hôtel, m'a invité à dîner avec elle et m'a raconté des anecdotes sur sa propre dynamique familiale difficile. « Chérie, a-t-elle dit en dégustant un tempura et un thé vert, parfois, les personnes qui nous font le plus de mal sont celles que nous aimons le plus. Cela ne rend pas la douleur moins réelle, mais cela signifie que nous pouvons choisir qui nous devenons après la trahison. » Ces mots résonnaient dans ma tête pendant les longues nuits où le sommeil était irrégulier et où je me surprenais à revivre des décennies d'interactions avec Thomas, à la recherche de signes que j'avais manqués, d'avertissements que j'avais ignorés. Son attention avait-elle toujours été calculée? Son apparent dévouement était-il un investissement de longue date pour finalement prendre le contrôle? Ou quelque chose de fondamental avait-il changé en lui après la mort de Marie, après la maladie de Paul, pendant les années où la pression financière et les responsabilités familiales avaient érodé toute affection sincère qu'il ressentait autrefois? Les réponses importaient moins que la réalité présente. J'avais 72 ans, seul dans un pays étranger, systématiquement trahi par mon seul enfant survivant, et je découvrais que je possédais des ressources dont j'ignorais l'existence non pas financière, mais des sources plus profondes de force, de lucidité et de réflexion stratégique, en sommeil depuis des décennies à prendre soin des autres. J'ai passé 5 jours à Tokyo pendant que Philippe s'efforçait de démêler les manœuvres juridiques de Thomas. Pendant ce temps, j'ai éprouvé quelque chose d'inattendu, la paix. Non pas celle de la résignation ou de la défaite, mais la clarté sereine que procure le fait de voir enfin une situation sans la distorsion de l'espoir ou du déni. En parcourant les jardins du palais impérial, observant la précision minutieuse avec laquelle les jardiniers entretenaient chaque détail du paysage, j'ai compris que certains soins nécessitent de tailler ce qui semble sain, mais qui est en réalité toxique pour l'ensemble. Le deuxième courriel de Philippe m'a apporté la nouvelle d'une victoire totale. La demande de procuration de Thomas avait non seulement été refusée, mais signalée pour une éventuelle enquête pour maltraitance. Mes comptes avaient été entièrement restaurés, avec des mesures de sécurité supplémentaires pour empêcher tout accès non autorisé. De plus, Philippe avait découvert que Thomas avait déjà commencé à liquider certains de mes petits comptes d'investissement, des transferts qui étaient désormais annulés avec intérêts et pénalités. « Votre fils s'est exposé à des poursuites civiles et pénales » a écrit Philippe. « Comment souhaitez-vous procéder » Je savais exactement comment procéder. Le vol de retour pour Paris était totalement différent de mon voyage aller. Là où j'avais voyagé vers l'Est avec une excitation nerveuse et une confiance aveugle, je volais maintenant vers l'Ouest avec la confiance sereine de quelqu'un qui a été mis à l'épreuve et en est ressorti renforcé. J'ai utilisé ces 13 heures de vol pour planifier non pas ma vengeance, la vengeance est l'arme de ceux qui manquent d'options plus sophistiquées, mais ma restauration. Je retrouverai ma dignité, ma sécurité et ma paix, et je le ferai avec la même précision méthodique que Thomas avait utilisée pour tenter de me détruire. Le trajet en taxi de Charles de Gaulle à mon appartement lyonnais me révéla une ville inchangée par ma transformation. Les mêmes repères familiers, le même rythme de vie parisienne, les mêmes rideaux de dentelle m'attendant aux fenêtres, témoins de décennies d'histoire familiale. Mais je n'étais plus la femme qui était partie 5 jours plus tôt, et l'appartement ne servirait plus de musée à des relations dont la fausseté avait été révélée. J'ai passé mon premier jour de retour à téléphoner à Philippe, pour confirmer des stratégies juridiques et discuter de la protection des actifs. À ma banque,
pour établir de nouveaux protocoles de sécurité et passer en revue toutes les transactions récentes. À un agent immobilier, pour lui demander une estimation de mon bien non pas parce que j'avais l'intention de le vendre, mais parce que j'avais besoin de comprendre l'ampleur du vol commis par Thomas. Les chiffres étaient ahurissants. Entre mon appartement, mes économies, mes placements et l'assurance vie de Paul, Thomas s'était positionné pour contrôler un patrimoine de près de 2 millions d'euros. Ce n'était pas de la cupidité opportuniste, mais une planification systématique, probablement préparée depuis des années. Le voyage d'anniversaire au Japon n'était pas un cadeau, c'était le dernier coup d'un long jeu destiné à me faire disparaître de ma propre vie. Le 3e jour après mon retour, j'ai appelé Thomas. Sa voix, lorsqu'il a répondu, exprimait cette chaleur familière qui m'avait autrefois fait me sentir si aimé et qui se révélait maintenant être une pure performance. « Maman, comment s'est passé ton voyage? Je me suis fait un sang d'encre, tu n'as pas appelé et je n'ai pas réussi à te joindre à l'hôtel. » Les mensonges coulaient si bien, avec une inquiétude si maîtrisée, que j'en admirais presque l'habileté. L'espace d'un instant, j'ai ressenti un pincement au cœur, non pas pour le fils que j'allais affronter, mais pour la personne que j'avais crue en lui, pour cette relation que j'avais chérie et qui n'avait jamais existé. Ce voyage a été très éclairant, Thomas. J'ai appris beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Pourrais-tu passer cet après-midi? J'ai des papiers à te montrer. Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter, car sa voix a légèrement changé, s'est faite plus prudente. Des papiers? Quel genre de papiers, maman? Si c'est une question d'argent, tu sais que j'essaie juste de t'aider à tout gérer. À ton âge, ces détails peuvent devenir confus. La condescendance de cette phrase, à ton âge, cristallisa toutes les émotions que j'avais traitées en une résolution d'acier. 4 heures, Thomas. On a beaucoup de choses à se dire. Je passai les heures restantes à préparer non seulement les documents, mais aussi ma propre personne. J'enfilai le costume bleu marine que j'avais porté aux funérailles de Paul, simple mais digne, autoritaire sans agressivité. J'ai disposé les papiers que Philippe avait préparés sur ma table de salle à manger avec le même soin que j'avais autrefois apporté au repas de famille, chaque document étant soigneusement placé, chaque preuve positionnée pour un impact maximal. À 4 heures précises, Thomas arriva avec Sylvie, comme je m'y attendais. Une trahison d'une telle ampleur est rarement un acte solitaire. Ils entrèrent avec l'expression prudente de personnes se préparant à gérer une situation délicate, leur langage corporel coordonné à la manière de couple ayant déjà eu des conversations difficiles. « Maman » commença Thomas, sa voix emplie de cette inquiétude patiente particulière que les enfants adultes adoptent lorsqu'ils croient gérer le déclin de leurs parents âgés. « Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé au Japon. Être bloqué comme ça, la confusion avec tes réserves, ce genre d'épisode est précisément la raison pour laquelle on s'inquiétait de te voir vivre seul. » Je leur fis signe de s'asseoir à la table de la salle à manger, où les documents attendaient comme des pièces à conviction dans un procès. Ce qui, à bien des égards, était le cas. Tu as tout à fait raison, Thomas. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé au Japon. Mais d'abord, laisse-moi te montrer ce que j'ai découvert là-bas. Je commençai par l'analyse juridique de Philippe, lisant des passages à voix haute sur le même ton que j'utiliserais pour discuter d'une recette ou partager les nouvelles du quartier. Le visage de Thomas alterna entre plusieurs expressions, confusion, reconnaissance, calcul, et enfin, une dureté que je n'avais jamais vue auparavant, mais que je soupçonnais avoir toujours été là, cachée sous des couches d'affection feinte. Je ne comprends pas ce que tu insinues, maman. J'essayais de t'aider. M'aider quoi, exactement? L'interrompis-je, la voix calme et posée. M'aider à disparaître? M'aider à devenir légalement incapable? Te servir de biens que tu n'as pas gagnés et qui ne t'ont pas été donnés? Sylvie tenta d'intervenir avec une innocence blessée. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Thomas n'a fait que s'inquiéter pour toi, essayer de prendre soin de toi. Je glissai un autre document sur la table, des relevés bancaires attestant des tentatives de virement de Thomas depuis mes comptes. C'est une lecture intéressante. Surtout le timing, toutes ces transactions ont été initiées le lendemain de mon départ pour le Japon. Comme si quelqu'un attendait que je sois suffisamment loin pour que je ne puisse pas intervenir. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge de parquet que Paul avait restaurée des années plus tôt, dont le rythme marquait le temps dans un espace où 3 personnes étaient assises,
les vestiges de relations familiales éparpillés sur des meubles en acajou qui avaient été témoins de générations de conversations plus franches. La façade de Thomas finit par craquer complètement. Tu ne peux pas vivre seule éternellement, maman. Tu as 72 ans, tu as des épisodes de confusion, tu prends des décisions impulsives, comme partir seul au Japon. Quelqu'un doit veiller à ta protection. Protéger, ai-je répété comme si j'avais un goût amer. C'est ça que tu appelles me voler? C'est ça que tu appelles m'abandonner dans un pays étranger sans ressources? C'est ça que tu appelles déposer des papiers en prétendant que je suis mentalement incompétent? Tu es incompétent. Ces mots jaillirent avec une telle violence que même Sylvie parut surprise. Tu vis dans ce vieil appartement rempli de bric-à-brac, tu ne sais absolument pas gérer ton argent, tu ne sais même pas utiliser un ordinateur correctement. Tu as besoin de quelqu'un pour prendre des décisions à ta place, et je suis ton fils, c'est ma responsabilité. À cet instant, je le vis clairement pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte. Non pas le fils attentionné qui me protégeait, non pas l'enfant dévoué gérant des situations difficiles, mais un homme qui s'était convaincu que sa cupidité était une vertu, que son vol était un service, que sa manipulation était de l'amour. La tragédie ne résidait pas seulement dans sa trahison, mais dans sa foi absolue en sa propre justice. Je tendis la main vers le dernier document, celui que Philippe avait préparé avec un soin particulier. Ceci est un Nouveau Testament, Thomas. Tu remarqueras que tu n'y es plus mentionné. Tes enfants, si tu en as, sont également exclus. Ma succession ira à des associations caritatives qui aident réellement les personnes âgées plutôt que de les exploiter. Je glissai un deuxième papier sur la table. Ceci est une ordonnance restrictive. Tu n'es plus le bienvenu chez moi, tu n'as plus accès à mes informations financières, et tout contact futur devra passer par mon avocat. Le silence qui suivit fut profond, rompu seulement par l'horloge fixe et le bruit lointain de la circulation dans la rue en contrebas. Thomas fixait les documents avec l'expression de celui qui assiste à l'effondrement de plans soigneusement élaborés, tandis que Sylvie nous regardait tous les deux, comme si elle essayait de comprendre le soudain renversement de ce qu'il croyait clairement être une issue certaine. « Tu ne peux pas faire ça, » dit finalement Thomas d'une voix caverneuse. « Je suis ton fils. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que notre famille a traversé. »« Tu as raison, » répondis-je en me levant et en m'approchant de la fenêtre où la lumière de fin d'après-midi filtrait à travers ces mêmes rideaux de dentelle qui avaient encadré ma vie pendant des décennies. « Tu es mon fils. Je t'ai donné naissance, je t'ai élevé, je t'ai aimé inconditionnellement pendant 47 ans. Je t'ai appris à distinguer le bien du mal, j'ai soutenu ton éducation, j'ai célébré tes réussites, je t'ai réconforté dans les moments difficiles. J'ai fait tout ce qu'une mère pouvait faire pour t'aider à devenir quelqu'un de bien. » Je me retournai vers eux, la voix ferme mais chargée de toute la déception maternelle. « Et malgré tout ça, tu as choisi de devenir quelqu'un qui exploiterait la femme qui t'a donné la vie. Ce choix t'appartient, et les conséquences t'appartiennent aussi. » Thomas fit une dernière tentative, faisant appel à la loyauté familiale avec le désespoir de quelqu'un qui voit sa dernière stratégie échouer. « Maman, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais nous sommes une famille. Marie est partie, papa est parti, nous sommes tout ce qui nous reste. » Non, Thomas. Nous étions tout ce qui nous restait. Au passé. Tu as choisi de rompre cela quand tu as décidé que je valais plus à tes yeux comme victime que comme mère. Ils sont partis sans un mot, emportant avec eux les derniers vestiges de mes illusions sur la force des liens familiaux sur la personnalité. Je les ai observés par la fenêtre tandis qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, j'ai vu les gestes colériques de Thomas et la détresse évidente de Sylvie, j'ai observé le langage corporel de ceux dont les plans minutieusement planifiés avaient été complètement déjoués par celui qu'ils avaient le plus sous-estimé. Ce soir-là, je me suis assise dans le fauteuil de Paul avec une tasse de thé et je me suis autorisée à pleurer non pas la perte de Thomas, qui s'était révélé être quelqu'un que je n'avais jamais connu, mais les décennies de relations dont je comprenais maintenant qu'elles avaient été largement à sens unique. Je pleurais la grand-mère que je ne serais jamais pour les enfants que Thomas aurait peut-être, les vacances en famille qui n'auraient jamais lieu, le simple plaisir d'aimer quelqu'un sans réserve que je ne me sentirais plus jamais en sécurité de vivre. Mais le chagrin, j'ai découvert, pouvait coexister avec le soulagement. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en parfaite sécurité chez moi. Personne ne contrôlait mes décisions,
ne remettait en question mes compétences ni ne cherchait à prendre le contrôle de ma vie. L'appartement m'était redevenu personnel, rempli d'objets que j'avais choisis, disposés selon mes préférences, répondant à mes besoins plutôt qu'aux intérêts d'autrui. Au cours des semaines suivantes, j'ai entrepris de reconstruire une vie qui m'appartenait entièrement. J'ai mis à jour mon carnet d'adresses, supprimant Thomas et Sylvie, mais ajoutant les noms de personnes qui m'avaient témoigné une véritable gentillesse. Dorothy de Tokyo, qui avait poursuivi notre correspondance, Philippe, dont l'intégrité professionnelle m'avait sauvé, et même le chauffeur de taxi qui avait refusé de payer pour avoir aidé une femme âgée en détresse. Je me suis inscrit à un cours de japonais au centre communautaire local, en partie parce que je voulais retourner au Japon un jour, mais surtout parce qu'apprendre quelque chose de complètement nouveau me semblait être un acte de défiance envers tous ceux qui pensaient que j'étais défaillant. Mes camarades étaient pour la plupart de jeunes professionnels en préparation de voyages d'affaires, mais ils accueillaient ma présence avec une acceptation désinvolte qui me rappelait qu'il existait tout un monde pour qui mon âge n'était pas une preuve d'incompétence. Le jardin est devenu mon sanctuaire. Non pas l'aménagement paysager élaboré que Paul avait toujours préféré, mais des légumes et des herbes simples qui me nourriraient, des fleurs qui s'épanouiraient selon leur propre rythme plutôt que celui des autres. Travailler la terre et les graines me semblait le travail le plus honnête que j'avais accompli depuis des années, créer quelque chose de beau et d'utile de mes propres mains, nourrir une croissance qui ne profiterait qu'à moi-même. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une association locale qui aidait les personnes âgées à surmonter leurs difficultés juridiques et financières, partageant mon expérience de manière productive plutôt qu'amertume. Il y avait plus d'histoires comme la mienne que je ne l'aurais imaginé, des enfants qui considéraient leurs parents âgés comme des obstacles à l'héritage, des conjoints qui isolaient systématiquement leurs partenaires de leurs propres ressources, des membres de la famille qui confondaient affection et propriété. Mais il y avait aussi des histoires d'attention sincère, d'enfants adultes qui géraient les affaires de leurs parents avec intégrité et amour, de familles qui avaient trouvé le moyen de concilier indépendance et soutien approprié. Tout cela me rappelait que la trahison de Thomas reflétait sa personnalité et non la corruption inévitable inhérente aux responsabilités familiales. 6 mois après mon retour du Japon, j'ai reçu une lettre de Thomas. Non remise en main propre, l'ordonnance restrictive était toujours en vigueur, mais transmise par le bureau de Philippe. Il s'agissait de 2 pages d'excuses soigneusement rédigées, reconnaissant des erreurs et exprimant un désir de réconciliation et de guérison familiale. Le langage était suffisamment générique pour avoir été copié d'un livre de développement personnel sur la réparation des relations après des malentendus. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas le contenu de la lettre, mais ce qu'elle ne disait pas. Aucune reconnaissance du caractère systématique de sa planification, aucune reconnaissance de la cruauté calculée qui m'avait conduit à me laisser au Japon, aucune compréhension que ces actes constituaient une violation fondamentale de la confiance plutôt qu'un simple désaccord pouvant être résolu par des excuses appropriées et de bonnes intentions. J'ai répondu par l'intermédiaire de Philippe, un seul paragraphe exprimant l'espoir que Thomas trouverait l'aide nécessaire pour comprendre pourquoi ces actes avaient été répréhensibles, et confirmant que notre relation restait définitivement rompue. Je lui souhaitais bonne chance dans sa vie, mais que celle-ci continuerait sans aucun lien avec la mienne. Cette lettre me semblait le point final d'un chapitre de ma vie qui avait duré 47 ans. Non pas un point d'interrogation ou une ellipse suggérant une continuation, mais un point indiquant l'achèvement, la finalité, la fin d'une histoire et le début d'une autre. 1 an après mon voyage au Japon, je suis rentré à Tokyo, cette fois bien préparé. Réservation d'hôtel faite par mes soins, recommandation de restaurant de mon professeur de japonais et petit groupe de compagnons de voyage rencontrés au centre communautaire. Nous sommes restés 10 jours, visitant temples et jardins, assistant à des cérémonies du thé et au théâtre traditionnel, et arpentant des bambouseraies encore plus belles que je ne l'avais imaginé. Le dernier soir, je me suis retrouvé seul dans le jardin de l'hôtel, observant la précision minutieuse avec laquelle les jardiniers entretenaient chaque détail du paysage. J'avais observé la même scène lors de mon premier séjour traumatisant au Japon, mais je la voyais désormais différemment. Les jardiniers ne se contentaient pas de préserver la beauté, ils prenaient constamment des décisions subtiles sur ce qu'il fallait cultiver et ce qu'il fallait éliminer, conscients que parfois, la santé de l'ensemble nécessite de couper ce qui semble sain, mais qui en réalité nuit à la pérennité du jardin. J'ai pensé à Thomas, me demandant s'il avait tiré les leçons de ses actes,
s'il avait véritablement compris le mal qu'il avait tenté de causer. Mais j'ai réalisé que sa croissance, ou son absence de croissance, n'était plus de ma responsabilité. À 73 ans, j'avais enfin compris la différence entre aimer quelqu'un et accepter la responsabilité de ce qu'il choisit de devenir. Le vol de retour à Lyon s'est déroulé paisiblement, empli de la satisfaction et de l'épuisement qui accompagnent un voyage qui a été exactement ce qu'il était censé être. Pas d'intention cachée, pas de surprise manipulatrice, pas de découverte qui bouleverserait tout ce que je croyais savoir sur les personnes impliquées. Juste le simple plaisir de découvrir de nouveaux endroits avec un regard clair et un cœur ouvert, entouré de personnes qui avaient choisi de voyager ensemble par intérêt commun plutôt que par des dynamiques familiales complexes. De retour à mon appartement, j'ai déballé les souvenirs que j'avais choisis pour moi-même. Un service à thé en céramique, des livres sur la philosophie japonaise, un petit bonsaï qui exigerait une attention particulière, mais qui récompenserait ses soins par des années de beauté paisible. Ces objets ont rejoint la collection d'objets qui faisait de mon espace un véritable foyer. Des photos de Paul de nos années heureuses, des livres collectionnés au fil de décennies de lecture, des œuvres d'art choisies par plaisir. L'appartement ne ressemblait plus à un musée dédié à des relations rompues, mais au fondement d'une vie entièrement mienne. J'avais survécu à la pire trahison imaginable, j'en étais ressorti plus forte et plus lucide, et j'avais créé un quotidien qui reflétait mes valeurs profondes plutôt que les attentes des autres. Parfois, tard le soir, je m'asseyais dans ce que je considérais désormais comme ma chaise plutôt que celle de Paul, buvant du thé dans mon service en céramique japonaise et réfléchissant à l'étrange bénédiction, déguisée en trahison, que Thomas m'avait involontairement accordée. En essayant de m'effacer de ma propre vie, il m'avait forcé à découvrir des ressources que j'ignorais posséder. En sous-estimant mon intelligence et ma force, il avait créé les conditions pour que je les manifeste. J'avais appris que la dignité n'est pas quelque chose que les autres peuvent vous enlever, c'est quelque chose que l'on conserve ou que l'on abandonne par ses propres choix. J'avais appris qu'un amour sans respect est en réalité une forme de contrôle et que certaines relations sont plus néfastes que leur absence. J'avais appris que 72 ans n'est pas trop vieux pour prendre un nouveau départ, se faire de nouveaux amis, tenter de nouvelles expériences, construire une vie qui serve ses propres valeurs plutôt que le confort des autres. Plus important encore, j'avais appris que la trahison, bien que douloureuse, peut aussi être instructive. Elle vous révèle qui sont vraiment les gens lorsqu'ils pensent que vous êtes impuissant à les arrêter. Cela révèle la différence entre ceux qui voient votre vulnérabilité comme quelque chose à protéger et ceux qui la voient comme quelque chose à exploiter. Cela vous montre l'importance de se fier à son instinct, même lorsque l'espoir et l'amour vous incitent à ignorer ce que vous savez être vrai. La femme qui avait embarqué dans cet avion pour Tokyo avec une excitation nerveuse et une confiance aveugle avait disparu à jamais. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur sans être amer, de plus sage sans être cynique, d'indépendant sans être isolé. Quelqu'un qui avait découvert que la relation la plus importante que l'on puisse avoir est celle que l'on construit avec soi-même, fondée non pas sur l'image que les autres se font de vous, mais sur ce que l'on est réellement, une fois toutes les attentes, les obligations et les rôles familiaux éliminés. Je rêve encore parfois du Japon, mais ce sont maintenant des rêves remplis de souvenirs réels plutôt que de désirs abstraits. Des jardins que j'ai traversés, des conversations que j'ai eues, une beauté que j'ai vue de mes propres yeux plutôt que de l'imaginer à travers des photos. Ces rêves sont paisibles, sans nuance de trahison ou de perte, emplis plutôt de la satisfaction tranquille que procurent des expériences qui vous appartiennent entièrement. Il pensait savoir qui j'étais. Une femme âgée et solitaire, désorientée par la vie moderne, dépendante de sa famille pour la guider, précieuse avant tout pour ce qu'elle possédait plutôt que pour ce qu'elle était. À la fin de cette histoire, ils ont compris à quel point ils avaient tort. J'étais quelqu'un qu'on ne pouvait effacer, manipuler indéfiniment, réduire à une collection de biens à revendiquer. J'étais quelqu'un qui, poussé aux limites de ce qu'elle pensait pouvoir survivre, a découvert qu'elle avait vécu bien plus modestement que nécessaire. Quelqu'un qui avait confondu dépendance et amour, contrôle et soin, et manipulation et dévouement familial. Quelqu'un qui, à 73 ans, était enfin prêt à vivre une vie qui lui appartenait entièrement. La carte d'embarquement de mon deuxième voyage au Japon est maintenant encadrée sur ma cheminée, non pas comme un souvenir des lieux visités, mais comme un rappel de voyage qui mène non seulement vers de nouvelles destinations,
mais aussi à une nouvelle compréhension de soi-même lorsque tout ce que l'on croyait savoir de sa vie se révèle faux. À côté se trouve une petite photo de moi dans un jardin japonais, souriant avec ce genre de satisfaction que seule une paix durement acquise peut apporter. Parfois, des visiteurs me posent des questions sur cette photo et je leur explique qu'elle a été prise lors d'un voyage qui a complètement changé ma vie. Je ne leur raconte généralement pas toute l'histoire, ce genre de tragédie familiale ne se prête pas à une conversation informelle. Mais lorsque je partage les détails, généralement avec d'autres personnes âgées confrontées à des dynamiques familiales difficiles, je reviens toujours sur la même observation. La trahison ne peut vous détruire que si vous la laissez vous convaincre de votre impuissance. J'ai découvert que j'étais tout sauf impuissante. Et cette découverte, aussi terrible que soient les circonstances qui y ont conduit, reste l'un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus. Non pas de Thomas, il ne voulait que du mal, mais de ma propre capacité à survivre, à apprendre, à reconstruire et à choisir la dignité plutôt que l'amertume, l'indépendance plutôt que la dépendance, et la vérité plutôt que les illusions confortables qui m'avaient réduite à l'impuissance. Il pensait savoir qui j'étais. Je continue de me découvrir moi-même, jour après jour, choix après choix, dans la satisfaction tranquille d'une vie vécue entièrement selon mes propres valeurs. Et ce voyage vers la découverte de soi, il s'avère, est l'aventure la plus enrichissante de toutes.